Alors aujourd'hui, on accueille Bertrand pour parler du métier de PM Data chez October. Et donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui ne sont pas habitués au Maestrix. Donc moi, c'est Shana, responsable communication chez Maestro. Et j'organise ce genre d'événements qui sont les Maestrix. Les Maestrix, ce sont nos événements hebdomadaires qui ont pour but d'acculturer et de vulgariser des notions qui concernent le produit, la tech, le no-code, et de rendre ça accessible en fait à notre communauté et à un plus large public. Hop. Mais avant de continuer et de vous en dire un peu plus sur Maestro, moi j'aimerais bien savoir qui est présent avec nous aujourd'hui. Et pour ça, je vous ai prévu un petit sondage. Donc je vous invite à y répondre. Je viens de le publier. Allez le voir. Et n'hésitez pas à nous mettre qui vous êtes. Et en attendant, je continue. Donc Maestro, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'école du produit et de la tech qui propose plusieurs programmes allant de la tech pour PM à la masterclass produit responsable, au no-code, au design et aussi, bien évidemment, à notre formation Product Manager qui se fait en 2 formats, avec un format intensif en présentiel et un format à distance en cours du soir. Et ce format en cours du soir est vraiment là pour vous aider, si vous êtes déjà en poste, par exemple, à monter en compétence sur le produit, avec des intervenants qui sont issus de startups ou de boîtes tech et qui sont vraiment des experts au cœur du terrain. Je vous mets également les prochaines dates de nos formations. Et si jamais vous êtes intéressé et que vous vous posez des questions et que vous aimeriez bien avoir des réponses à ces questions, justement, n'hésitez pas à contacter Blandine, qui est notre Admission Manager, et qui sera un plaisir de répondre à toutes ces questions. Et aussi, avant de passer à la présentation de Bertrand, pour nous retrouver, vous pouvez venir nous rejoindre sur Meetup. Donc, on met à jour nos line-up d'événements. C'est dessus que vous pourrez trouver nos prochains événements, comme par exemple celui de jeudi 16, avec Wenabi, et qui est un webinar cross avec notre autre école Indigo. On est également très présent sur LinkedIn. On poste énormément, que ce soit sur nos intervenants, nos alumni et nos programmes. Donc, n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur LinkedIn. Et enfin, on a notre site internet, joinmaestro.co, où vous pouvez retrouver tout plein de contenus comme des initiations, des toolbox qui sont totalement gratuits et aussi des articles et bien évidemment notre newsletter. Et maintenant, Bertrand, je vais te laisser te présenter enfin. Merci Chana. Écoutez, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Donc moi je m'appelle Bertrand, ça fait à peu près 5 ans que je fais du produit. J'ai commencé à Montréal, dans une expérience qui n'était pas marquée ici, mais où j'étais dans une toute petite boîte et petit à petit j'ai un peu continué ici quand je suis rentré en France. Ensuite je me suis un peu spécialisé dans la data, dans le produit. À partir de mon expérience chez UKG, j'ai continué en fait avec cette spécialité depuis lors. Et en ce moment, je suis senior PM Data chez October, qui propose des solutions de financement pour les entreprises sur du court terme. Voilà, en quelques mots. Super, merci. Et bien maintenant, je vais couper le partage et on va commencer l'échange pour savoir ce qui est un peu le métier de PM Data justement chez October. Hop. Alors, donc d'abord, ma première question, est-ce que tu pourrais un peu nous dire, selon toi, ce que c'est qu'être un PM Data? En fait, c'est un métier qui va un petit peu varier en fonction des boîtes, mais globalement, on peut voir ça comme un poste de PM classique où vous allez vous concentrer sur la production de solutions data science, donc que ce soit avec de l'IA ou pas forcément. Donc ça, c'est un peu la fiche de poste classique que vous allez avoir. Et des fois, vous avez en complément le fait d'être un peu un driver sur la data, mais dans l'entreprise. C'est aider en fait la boîte à être un petit peu plus data-driven. Donc vous pouvez aussi avoir cette casquette-là.
sur certains postes. Ok, donc il n'y a pas, de ce que tu nous dis, principalement une grande différence avec le métier de PM, c'est juste que du coup, il y a cette notion de data qui est beaucoup plus présente. Exactement. Et toi, personnellement, qu'est-ce qui te plaît le plus dans le rôle de PM data? Je pense que la partie la plus excitante du métier, c'est de dire qu'on peut transformer un jeu de données qui est assez abstrait, qui vient d'un peu partout, en une vraie solution pour des utilisateurs. C'est cette transformation en fait qui me plaît surtout dans mon rôle de PM data. Ok. Mais est-ce que tu peux m'en dire un peu plus quand tu dis donc transformer ce jeu de données abstrait en une solution pour des utilisateurs? Est-ce que par exemple tu aurais un exemple de jeu de données abstrait En fait, ta donnée, tu peux l'avoir sur plusieurs sources finalement, donc des sources internes, tu peux l'acheter ou tu peux la trouver en open source, etc. Ça peut venir de plusieurs fournisseurs entre guillemets. Et donc finalement, au début, ta donnée, il y a pas vraiment de corrélation entre elles. Il va falloir en fait trouver comment est-ce qu'elle fonctionne, ce que tu peux en faire. Donc, il faut un petit peu fouiller à la recherche de quelque chose de puissant qui va pouvoir s'adapter à tous les cas d'usage et à la majorité de tes utilisateurs. Et donc, c'est là en fait où c'est intéressant, c'est que tu as une partie de créativité. Tu dois prendre une donnée qui est un peu vierge, un peu brute, et la transformer en quelque chose de concret. Donc, c'est ça en fait, cette phase de transformation que j'ai Ok, lancée. ok, super. Donc un peu le goût du challenge aussi. Aussi, ouais, c'est ça. C'est à la fois le fait d'arriver à transformer quelque chose, donc c'est un mélange de challenge et de créativité qu'on va avoir. Ok, super. Et donc toi, au début, tu étais donc PM et après tu es passé PM Data. Et quelles ont C'est ça. été tes difficultés, si jamais tu en as eu au début de ce Ouais. changement Euh, En fait, tu as une certaine complexité technique d'un produit data à comprendre. Enfin, par complexité, j'entends le fait de mettre en production une solution data. Il y a un petit peu plus d'étapes que sur un développement produit classique. Donc, il faut un peu se remettre dans ce bain-là. Et après, c'était surtout, je pense, la synchronicité entre le développement de ta solution data science et l'implémentation pour l'utilisation avec les utilisateurs. Tu as toujours un cycle en 2 étapes que je pourrais expliquer un petit peu plus tard, mais c'est surtout ça en fait qui est un petit peu dur au début, et aussi le fait de savoir vulgariser finalement la data à la fois dans l'équipe produit, mais aussi dans les autres équipes de l'entreprise et à l'externe, pour comprendre ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, les forces, les faiblesses de la data. Et voilà, faut jamais prendre ça pour acquis. Il faut toujours vulgariser en permanence pour bien diffuser le message. Ok, super intéressant. Et aussi, comment, mis à part les difficultés, parce il y a pas sûrement, enfin, pardon, il n'y a sûrement pas eu que des difficultés à passer de PM à PM Data, comme tu viens de nous le dire, Ouais. mais comment s'est passée un peu cette transition justement? Est-ce que elle s'est passée en douceur ou au contraire, c'était un peu chamboulé? Mm. C'était assez challengeant aussi du fait que la data en produit, c'est quelque chose d'assez récent dans l'écosystème, enfin, surtout français. Enfin, je dirais l'industrialisation de la data en produit. Et donc finalement, enfin, j'ai dû être assez curieux et volontaire et aimer un peu les prises de risque, on pourrait dire, pour arriver à me débrouiller, à m'adapter à un nouveau poste. C'était assez challengeant, mais c'était aussi ça qui était excitant, quoi. Le fait d'avoir beaucoup de choses à construire, beaucoup de choses à faire. Euh, voilà, en étant proactif, en fait, on s'en sort assez souvent. Ok. Donc la transition était un peu, enfin, c'était pas un long fleuve tranquille, mais d'un autre côté, c'était ça qui rendait aussi le voyage intéressant. Ok, super enrichissant. Il faut que j'arrête de dire intéressant, même si ça l'est. C'est un type de langage. Et est-ce que toi, de ton point de vue et d'après ton expérience, tu trouves aussi que cette transition a été peut-être bien amenée, on va dire, pas, suite au choix de tes structures d'entreprise ou pas? Est-ce que tu trouves que ça a Comment dire? joué? Ça a joué Tu sur le fait vas, de...
Ouais, je vois. J'ai vécu un peu différentes maturités de boîtes et différentes maturités produits. Et, là, le rôle de PM Data, en fait, il va beaucoup changer d'une boîte à l'autre par rapport à sa maturité. Il y a des boîtes où il y a énormément de choses à faire, donc potentiellement, il y a un peu des zones vides, un peu des trous que vous allez pouvoir occuper quand vous êtes un peu PM Data. Faut pas hésiter à quelque part un peu se recréer sa fiche de poste parce que vous allez arriver, en fait, la boîte va pas avoir toujours conscience de tous les besoins finalement qu'elle a côté data. Donc là, il faut savoir être force de proposition. Et dans des boîtes où c'est quand même plus mis en place, plus structuré, un peu plus cadré, là, l'idée, c'est plus de faire pressionner la data vers une industrialisation, vers une maturité, en fait. Euh, et donc, voilà, c'est pas exactement les mêmes types de postes. Donc, c'est important de faire un peu ce travail de due diligence que vous arrivez dans une boîte, de savoir où vous mettez les pieds et un peu mieux comprendre votre quotidien pour savoir si ça vous convient en termes de maturité. Ok, super. Et autre question, mais tu avais commencé un peu à y répondre, il me semble. Mais comment tu fais quand tu n'as pas assez de données? Parce que je pense que ça arrive quand même de temps Ouais. en temps de ne pas avoir assez de données à sa disposition. Et dans ce cas-là, comment tu fais? En fait, tu vas avoir trois grosses solutions. Soit tu peux en acheter, donc tu as en fait, t'as des marketplaces qui proposent des jeux de données. Donc voilà, c'est assez précis, c'est plutôt qualitatif, mais ça va être assez cher. Ça peut facilement être plusieurs milliers d'euros pour un jeu de données avec lesquels tu peux faire une solution. Tu peux aussi en trouver en open source. Il faut quand même savoir que le milieu de la data science dans le monde est très ouvert, enfin pousse vraiment vers ce côté open source, donc c'est très chouette. On peut trouver des jeux de données assez quali sur Internet gratuitement. Ou alors on peut le créer soi-même avec un monitoring assez important sur son produit. Si on se force en fait à monitorer de manière assez poussée l'utilisation de certaines features, alors ensuite on va pouvoir prendre cette data-là et en faire quelque chose par la suite. Voilà, donc c'est un peu les trois possibilités. Soit on l'achète, soit on le trouve en open source, soit on crée le jeu de données soi-même. Ok, super intéressant. Et là, je viens de voir qu'on avait des questions du chat, donc je vais te les poser. On a Reza qui nous demande quelle différence entre PM Data et PM Tech. Euh, Par PM Tech, peut-être que c'est le fait d'avoir peut-être un PM un petit peu plus classique, enfin, sur un scope un peu plus classique. Euh, la grosse différence, en fait, elle va venir de ton asynchronicité dans ton cycle de développement, en fait, dans le sens où ce que tu peux rappeler un PM Tech, ça va être, tu vas comprendre ton problème, tu vas faire un design, tu vas faire l'estimation de l'effort, tu vas faire ton US, tu vas l'implémenter et tu vas suivre ensuite l'implémentation. Ce que va donner la feature une fois qu'elle sera en prod. Euh, dans un scope data, tu vas devoir en fait définir un scope pour ta solution de data science. Donc, si tu veux faire un modèle de machine learning, typiquement, tu vas devoir t'assurer que ton modèle atteint une performance minimum pour pouvoir la mettre en production. Donc, tu as un peu une étape où tu fais quelque chose. Si tu atteins la performance, alors tu peux développer ce modèle-là et continuer. Si tu l'atteins pas, dans ces cas-là, soit tu arrêtes ton problème, soit tu changes ton approche. Mais il y a toujours une approche en deux étapes euh, sur la data. C'est surtout ça. Et donc, sur ta roadmap, enfin, sur ton cycle de vie, il faut toujours bien anticiper. Tu vas avoir des temps qui vont être un petit peu plus longs parce qu'il faut avoir ce temps-là pour faire une première solution technique, voir si elle fonctionne et ensuite l'implémenter. Donc, en fait, tu as toujours une partie de ta squad qui est un peu en avance de phase, qui va tester des solutions, qui va faire de la recherche et qui va voir si ensuite ça vaut le coup de l'implémenter dans ton produit. Ok, merci. J'espère que ça a répondu à ta question, Reza. Et on en avait deux autres de Flavie qui nous demandent comment fais-tu pour évaluer pendant tes entretiens la culture data d'une entreprise et est-ce que tu as des questions types que tu recommandes? C'est une très bonne donnée, c'est une très bonne question. Euh, David. Non, c'est une très bonne question. J'ai pas forcément de questions type, mais en fait, c'est plus de voir la maturité avec laquelle il traite la donnée dans cette boîte, de savoir si, par exemple, chaque feature qui est mise en production a un plan de monitoring. Comment est-ce qu'on peut dire, voilà, comment est-ce que vous mesurez la valeur de chaque fonctionnalité une fois qu'elle est mise en prod? Ou citez-moi un exemple où vous avez, par exemple, enlevé une fonctionnalité qui était en prod parce que vous avez compris grâce à la data qu'elle était plus pertinente.
Ou après, ça peut être aussi par rapport aux ressources humaines qu'il y a dans l'entreprise. Plus tu vas avoir des personnes comme des data engineers, des data analysts, enfin, là, des team BI qui vont être assez développés. Si elles sont assez développées, c'est qu'elles ont en général de la bonne data pour travailler avec. Donc, ça va être, ça peut être un signe aussi pour comprendre la maturité de la donnée. Ou poser des questions comme demander à l'entreprise d'expliciter comment est-ce qu'elle prend une donnée brute, qu'elle la transforme et qu'elle expose, les cas d'usage qu'elle a fait avec cette donnée qu'elle a exposée, par exemple. Voilà, c'est un peu mieux comprendre finalement le pipeline de la data qui est en place. Déjà ça, je pense que c'est un peu des bons sujets pour la discussion. Ok, super. Elle note, elle note. On avait une autre question qui demandait sur quel site tu trouves les data open source. Pour l'open source, j'ai pas vraiment en tête. C'est plutôt en fait en recherchant sur Internet un certain jeu de données. Enfin, voilà, en écrivant sur un moteur de recherche ce que tu recherches, tu pourras l'avoir. Ouais, j'ai pas de source en particulier. Il faut juste savoir que une data open source, alors à moins qu'elle soit vraiment utilisée par des centaines et des milliers d'utilisateurs dans le monde, elle sera un peu moins fiable qu'une data que tu vas payer, qui aura été validée, voilà. Donc c'est ça, il faut faire un petit peu attention à ça. Mais sur des jeux de données très connus, utilisés par exemple sur Kaggle, qui est une plateforme en fait où les gens peuvent se mettre en compétition pour faire des modèles d'IA. Typiquement là-dessus, les jeux de données sont open source, mais ils sont très quali. Ok. Et on a une autre question, il y a plein de questions qui arrivent. Est-ce que la data collectée, analysée est confrontée à une user research avant de décider de développer une feature, produit ou service? Je suis pas sûr de comprendre exactement la question, mais dans le sens où il y a une chose que tu dois toujours faire avec ta data, c'est de savoir où est-ce qu'elle vient, elle a été générée par qui, dans quel contexte, etc. Ça t'évite les biais, en fait. Parce que si tu sais que c'est une donnée qui a été générée par un certain groupe d'utilisateurs, qui a un certain âge, qui vit dans un certain milieu, dans un certain pays, etc., potentiellement, tu as des biais en fait, dans ta donnée, donc ce ne sera pas forcément très représentatif pour tout ton problème. Donc, ça, c'est très important de l'avoir en tête. Et ensuite, tu dois toujours venir confronter le côté quali et le côté quanti en fait, avant de mettre quelque chose en production. Donc, en général, tu vas pouvoir prendre des feedbacks de tes utilisateurs dans une discovery. Tu vas apprendre des choses, tu vas avoir des verbatims. Et après ça, ce qui est intéressant côté data, c'est de venir le confronter à la donnée que toi, tu as. Et de te dire, voilà, par exemple, voilà ce que tu me dis, mais voilà ce que j'ai mesuré. Ou alors, voilà ce que tu voudrais que j'implémente. Et si j'implémente ce que tu me dis, ben voilà ce que ça donne, en fait, fonctionnellement parlant. Est-ce que ça te va ou pas? Donc, il faut toujours avoir cette double approche côté data. En fait, faut pas se priver de faire ça parce que justement, on a la donnée pour le faire. Donc, faut vraiment profiter. Super. J'espère que ça a répondu à ta question. Dis-le nous dans le chat. Et moi, j'en avais une autre. Je voulais savoir si le fait d'être PM Data était un challenge supplémentaire concernant la priorisation, par exemple. Ouais, ça, c'est une super bonne question. En fait, tu vas avoir, si par priorisation, on entend l'évaluation de l'impact et l'évaluation de l'effort sur une approche RICE classique, tu vas te dire, en fait, là où ça va être un petit peu compliqué pour ta priorisation, c'est qu'une solution data science est par nature va mettre de l'incertitude sur ta roadmap, dans le sens où estimer la valeur, c'est toujours plus compliqué avec une solution data science qu'une solution classique, parce que ta solution data science, elle peut en fait elle-même, entre guillemets, même sans le vouloir, répondre à des cas d'usage auxquels tu n'avais pas forcément pensé. Dans une proposition de valeur sur une solution, sur une feature classique, tu vas avoir ta cause, ta conséquence, donc c'est facile de mesurer la valeur de ta conséquence. Mais si tu prends l'exemple, par exemple, tu veux extraire le texte sur une image, par exemple, tu veux extraire le texte depuis un ticket de caisse, tu vas faire un modèle qui va faire ça, tu vas dire, ben voilà, je peux mesurer la valeur de ma solution parce qu'elle va, par exemple, 10 fois plus vite qu'un être humain. Mais peut-être que cette solution, elle va pouvoir aussi va pouvoir lire les plaques d'immatriculation, par exemple. Donc, c'est un cas d'usage qui est complètement différent, mais il pourrait marcher.
elle marcherait moins bien, mais elle marcherait quand même. Et donc, ça aussi, c'est aussi de la valeur potentiellement pour ton entreprise. C'est un exemple très, très aléatoire, mais c'est pas expliquer le fait que c'est compliqué d'estimer la valeur. Et c'est un petit peu la même chose pour l'effort, parce que oui, tu vas connaître ton jeu de données, tu vas savoir d'où il vient, par qui il a été généré, etc. Mais en fait, en essayant de le nettoyer, de l'arranger un peu dans une forme qui te convient pour travailler avec, ben, peut-être que tu vas découvrir un peu des loups, tu vas te dire, en fait, ça ne convient pas complètement, il va me falloir un petit peu plus de données, ou alors ben, le modèle que j'ai voulu faire, il marche pas très très bien, il va falloir que je prenne une autre approche. Donc finalement, en cours de développement, tu peux te rendre compte que l'effort est beaucoup plus compliqué que prévu. Donc ça, si, ça met l'incertitude sur ta roadmap. Donc voilà, donc c'est compliqué d'estimer la valeur, c'est compliqué d'estimer l'effort. Mais une fois qu'on a dit ça, on répond pas trop au problème. Donc ce que je peux en fait proposer un peu pour contrecarrer ça, c'est déjà commencer par faire une fort discovery en fait sur ton problème pour essayer de le réduire et de commencer à aborder ce problème-là avec une solution qui soit pas forcément des machine learning au début. C'est pour ça que je parle de data science parce que c'est un champ qui est beaucoup plus large. Donc tu peux utiliser en gros des moyennes, des médianes, ce genre de choses pour commencer en fait à faire déjà une solution. Voir si tu prends le problème du bon côté. Donc ça permet d'itérer à moindre coût. Et après, ce que tu peux faire, surtout si tu es dans un contexte B2B SaaS, c'est communiquer en fait l'incertitude que tu vas avoir sur tes sujets dans ta roadmap. Te dire, voilà, ça c'est un sujet sur lequel j'ai une grosse confiance, une confiance moyenne, une faible confiance. Donc ça évite en fait aux personnes qui sont directement en contact avec les clients de leur dire, voilà, ça c'est sûr, c'est sur leur roadmap, ça va sortir. Donc voilà, c'est un peu les deux choses que je pourrais vous conseiller. Oui, la priorisation sera plus compliquée avec de la data science. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est une discovery plus forte avec une solution très simple pour commencer. Et ensuite, de donner un peu des degrés de certitude, enfin de confiance dans votre roadmap. Ok, top. Et du coup, là, je vais reprendre une question du chat. Donc, c'est Isako qui nous dit qu'on entend très souvent parler de PM Data dans le cadre d'un algorithme. Mais qu'en est-il de la mise en place d'un outil de BI? Je ne sais pas du tout ce que BI. c'est. Ouais. Ah. Avez-vous Business Intelligence. Ok, maintenant je viens d'apprendre un nouveau mot. Avez-vous un retour d'expérience ou un feedback à partager à ce sujet? Ouais. En tant que PM Data, tu peux être confronté à ce genre de scope. Tu peux avoir un scope assez large, dans le sens où tu peux aussi collaborer étroitement avec une équipe BI. Moi, ça a été mon cas. Après, en général, tu vas avoir un ou une BI manager dans tous les cas, donc qui va être là pour exécuter ce chantier, pour mettre un outil comme Looker, par exemple, en place, ou Tableau, Power BI, etc. Donc, c'est plutôt eux qui vont être spécialistes, qui vont pouvoir synchroniser cette mise en place-là. Mais toi, en tant que PM Data, oui, tu peux aussi être là pour assurer un peu le lien entre l'équipe BI et l'équipe produit, et pour faire en sorte qu'on puisse, par exemple, être sûr qu'on puisse bien mesurer les objectifs de quarter ou de semestre, qu'on va pouvoir mesurer assez facilement aussi les différentes features avec cet outil-là, par exemple, une fois qu'elles seront mises en prod. Voilà, tu peux un peu, tu vas graviter autour de la BI, mais tu vas pas être directement dedans. Ok, j'espère que ça a répondu à ta question. N'hésite pas à nous le dire. Dis merci, donc, ou elle dit merci, je ne sais pas. Je pense que tu as bien répondu à sa question. On avait une autre question de Merveille qui nous disait, est-ce que le PM Data est amené à utiliser des langages de programmation, type SQL, Python, etc., pour manipuler lui-même la data, ou est-ce qu'on fait juste, avec beaucoup de guillemets, la partie PM classique, mais sur un produit de data? Ouais, c'est une super question. Ça va vraiment varier d'une entreprise à une autre, et surtout de la maturité. Sur une entreprise qui est très jeune, potentiellement, enfin voilà, connaître le SQL, connaître aussi un petit peu Python, enfin surtout le SQL, ça peut être utile. Là, quand tu n'as vraiment personne d'autre pour t'aider, ou alors que les devs sont complètement débordés sur autre chose, en fait, ça va donner de l'autonomie. Si tu veux mesurer des choses, si tu veux avoir un peu des insights, voilà, tu peux taper sur une base toi-même. Ça va te faire gagner du temps, donc c'est un peu plus sympa. Mais
pas tout le temps, pas nécessairement. Enfin, c'est pas un prérequis pour pour être PM data, pour être clair. Ok. Et on a encore une question de Maxime qui, lui, nous demande quels sont les outils de data viz que tu utilises le plus et lesquels recommandes-tu? Il nous a posé 2 fois cette question. J'en ai pas spécialement à recommander. Moi, j'aime beaucoup Looker, qui est vraiment un outil BI assez puissant, mais qui est aussi très cher, mais vraiment plus cher que tous les autres. Après, j'avais utilisé Tableau, qui était bien aussi, un petit peu plus limité, mais qui était quand même bien. Après, ouais, le Looker, c'est quand même fait pour les grosses organisations, là où Tableau, ça peut convenir à des boîtes de moins de 100 personnes, typiquement. Super, j'espère que ça a répondu. Bah, il te dit merci. Et maintenant, si tu veux bien, j'aimerais bien qu'on parle de ton rôle aujourd'hui chez October. Donc, est-ce que tu peux commencer par nous partager peut-être un exemple concret d'un sujet sur lequel tu travailles en ce moment Ouais. en tant que PM Data chez October? En ce moment, on est en train de travailler sur notre capacité à pouvoir prédire des défauts de paiement chez les entreprises. Pour des entreprises de taille assez réduite qui vont faire des demandes de prêt assez réduites et notamment qui vont faire ces demandes de prêt via un intermédiaire. Donc en fait, October va être une solution embedded chez un partenaire. Donc l'idée en fait, c'est d'amener, enfin voilà, c'est d'intégrer notre solution dans une autre. Donc par exemple, on va intégrer October dans la solution Conto. Les utilisateurs de Conto peuvent faire une demande de prêt depuis la plateforme Conto, mais à October. Donc en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est d'élargir notre capacité à adresser ces acteurs-là, à faire en fait finalement un peu plus d'embedded. Et donc pour ça, on doit faire des modèles de prédiction qui s'adaptent à des populations différentes, des tailles d'entreprise différentes. Et en fait, le challenge, c'est de faire un modèle qui puisse s'adapter à pas mal de cas d'usage pour avoir un modèle puissant, donc qui va être assez long et assez coûteux à développer, mais qui peut nous permettre d'avoir un avantage compétitif assez fort, puisqu'on peut adresser, un use case assez large. Et donc typiquement dans un exemple comme ça, ce qu'il faut retenir, c'est que la data en fait va travailler avec toutes les équipes depuis le commencement du projet. Et voilà, c'est pas la data dans son coin qui fait quelque chose et puis qui l'implémente à la fin. Un peu, je te donne la patate chaude, pardon, débrouille-toi. C'est plutôt, on va mettre tout le monde autour de la table, toutes les parties prenantes, l'équipe produit bien sûr, et puis toutes les autres, pour travailler ensemble à se dire voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec la data qu'on a, qu'est-ce qu'on peut amener comme solution, ce sera quoi les limites, ce sera quoi les forces de notre modèle, de notre approche. Donc, d'où en fait l'intérêt aussi d'avoir un peu sensibilisé en amont tout le monde aux enjeux de la data science. Mais voilà, sur un projet concret comme ça chez October, en fait, tout le monde est impliqué collectivement dans cette solution. Ok, top. Et j'en profite parce que ça rejoint un peu la question que j'allais te poser, mais je vais reprendre la question qui a été posée par Justine plus tôt, et je lui avais dit qu'on y répondait plus tard. Et elle demandait quelle est la journée type d'un PM Data. Donc, quelle est ta journée type de PM Data chez October et quelles sont les équipes avec qui tu travailles, avec qui tu es amené à travailler? Journée type, je pense pas qu'il y en ait, enfin en tout cas pas chez October, et même en tant que PM classique non plus, c'est quand même très varié. Mais enfin, ce serait plus des semaines type, je dirais, enfin, des sprints type, Ok. dans le sens où, en général, dans tes sprints, tu vas très, très souvent avoir des phases un peu de recherche où, voilà, typiquement, on a envie d'amener, enfin, on a détecté dans une discovery un problème utilisateur, on a eu des remontées, on a eu des propositions, des suggestions de solutions. On va passer une partie du sprint, en fait, à essayer d'apporter une approche quantitative à des suggestions quali. Et donc, voilà, on va essayer de comprendre ce que la donnée nous dit, d'en faire un peu une visualisation sympa et d'avoir une réunion où on va transmettre ce qu'on a appris et voir si on peut bel et bien mettre les propositions métiers en place. Donc, tu vas avoir
dans une semaine, enfin dans un sprint type, un sprint un peu classique d'un PM. Et en plus de ça, tu vas avoir ces expérimentations que tu vas pouvoir faire. Je pense que c'est surtout ça. Et potentiellement, essayer d'aller chercher, des fois, toi, en tant que PM, tu peux essayer de force de proposition à un peu mieux comprendre, essayer d'aller chercher des sources de données externes pour un peu mieux répondre à des cas d'usage, en fait, en te disant, bah, si je veux être un petit peu plus fin dans ma proposition de valeur, est-ce que je peux avoir une autre source de données? Qu'est-ce que ça impliquerait de la mettre en place? Voilà, essayer un peu d'avoir ce rôle proactif. Et si tu as encore un petit peu de temps, le fait de comprendre le positionnement de data de tes compétiteurs. Donc, tu peux faire en gros des matrices SWOT, par exemple, tous les trimestres sur tes principaux compétiteurs. Et ce que tu peux faire à l'échelle d'un sprint, c'est un peu comprendre le positionnement data des gens, à quel point est-ce qu'ils sont matures. En fait, faire une analyse SWOT, mais orientée sur leurs données. Ça, tu peux le faire aussi sur certains sprints s'ils sont un peu calmes. Ça, ça va être quelque chose qu'un PM data peut faire à l'opposé d'un PM classique. Ok. Et pour continuer sur sa question, quelles sont les équipes avec qui tu es amené en fait à travailler? Est-ce que ça diffère beaucoup ou Ouais. pas d'un PM classique? Ouais, c'est une bonne question. En fait, en tant que PM data, je suis toujours dans une équipe produit, hein. Ça, c'est pas, les choses sont claires là-dessus. Et donc, je vais suivre les mêmes cycles de développement que les autres PM. Donc, on va avoir voilà, les sprints qui commencent en même temps, qui finissent en même temps. On va avoir les mêmes types de cérémonies. Enfin, voilà. Ce qui est super intéressant, puisque un PM data a toujours beaucoup de dépendance avec les autres squads. Donc le fait d'avoir les mêmes process, ça aide énormément à se synchroniser. Mais après, moi, je vais peut-être un petit peu moins travailler avec la partie QA et avec la partie UX writing aussi, parce que ça, c'est un petit peu plus les choses qui sont déléguées à la squad, je dirais plus classique, dans le sens où chez October, la data en fait va développer la solution data science, la partie data science, qui va ensuite être implémentée dans une solution produit un peu plus classique. On n'est pas complètement autonome à la data. Voilà, donc la partie QA et X-Writing, je la touche un petit peu moins. Je suis impliqué dedans, mais je suis plus informé que la personne qui va vraiment diriger l'ensemble. Ok. Et pour finir sa question, Justine nous demandait comment s'intègre le PM Data dans les daily meetings ou autres dans les process PM-PO. En fait, ça va être un quotidien qui va être très similaire. Comment dire, ton équipe, elle va être plutôt constituée de data engineers, de data scientists, de MLOps parfois. Donc, c'est des métiers qui sont très orientés data, mais c'est quand même là pour amener un besoin fonctionnel. Donc, en soi, un stand-up, ça va être la même chose, un refinement, ça va être la même chose, une rétro, ça va être un peu la même chose. En fait, tu es là pour faire, c'est la technique qui est au service du fonctionnel tout le temps. Donc, dans tous les cas, tu vas avoir une approche métier qui va beaucoup ressembler à un PM classique. Ok, bah, j'espère que c'est clair pour toi, Justine. N'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. Et justement, je t'ai entendu donc parler de data engineer, data scientist, et je voulais savoir, est-ce qu'être PM data, bah, c'est remplacer ou prendre la place en quelque sorte bah, soit du data analyst, soit du data scientist? Ouais. C'est des métiers très différents. Entre un data analyst et un PM data, c'est des métiers très différents. Dans le sens où un data analyst, en fait, il va fournir une analyse pour mieux comprendre un problème, pour mieux l'observer. Et ensuite, en tant que PM data, on va prendre cette analyse pour essayer de fournir la meilleure solution possible. Donc, c'est des métiers qui vont marcher en général par pair, mais qui vont être très, très différents. Un peu la même chose pour un data scientist, où le data scientist, il va prendre une donnée, en général, la plus propre possible, qui a pu être nettoyée auparavant par un data engineer. Mais le data scientist, il va prendre la donnée, créer une solution de data science qui va résoudre un problème de manière fonctionnelle. Donc, c'est des métiers qui sont très différents, mais on va tous graviter autour, parce qu'on va essayer de passer un certain temps à comprendre notre problème et à comprendre la data qu'on a pour résoudre ce problème.
ce qui implique aussi d'avoir des sortes de garde-fous. C'est-à-dire, par exemple, là, j'ai identifié un super gros problème qui peut avoir un très gros impact si on le résout, mais soit j'ai pas la data et je sais que je pourrais pas l'avoir, ou alors elle va être beaucoup trop coûteuse à transformer pour mon cas d'usage. Et donc, c'est un peu des fois des red flags qu'on va avoir sur le cycle de développement pour se dire ça vaut pas forcément le coup de continuer suite à l'analyse qu'un data analyst a pu me donner ou ce genre de choses. Ok, donc ouais, c'est plutôt deux métiers très, très complémentaires, en fait. Ouais, différents et complémentaires. Top. Je vois que ça commence à écrire aussi dans le chat, donc je pense que ça sera peut-être... Ah, eh bien, on a une question et qui se lie un peu avec celle que je voulais te poser à la suite. Donc, je vais commencer par celle du chat et après, je te poserai la mienne que j'avais préparée. Et donc, elle vient de Flavie et elle nous demande, selon toi, quelles sont les top erreurs que peut commettre un PM Data Junior? Ouais, c'est une très bonne question. En fait, globalement, si tu... En fait, c'est un peu on peut faire un penchant sur les erreurs que tu peux faire quand tu es, par exemple, un first PM dans une boîte. En général, un PM data, il y en a pas. Enfin, c'est souvent une création de poste. Donc, tu es un peu le premier PM data. Donc, ce qui revient quelque part à être un peu c'est comme être un peu un premier PM dans une boîte. On peut voir ça un petit peu comme ça. Et la pire chose que tu peux faire, c'est rester dans ton coin, shipper de la feature et basta. En fait, ce que tu dois faire, c'est être l'avocat de la data science dans la boîte. C'est vulgariser, c'est aller évangéliser partout, c'est expliquer ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, les forces, les faiblesses, et montrer en quoi est-ce que la data science en fait est là pour aider les gens à résoudre des problèmes. Donc, tu vas vraiment te prononcer comme une personne qui va aider à résoudre des problèmes. Donc, faut vulgariser à fond ce qu'il y a dans l'équipe produit, mais même dans la boîte en général. Donc ça, c'est une première chose qu'il faut prendre le temps de le faire. Une seconde chose, c'est de documenter à fond les algos. En fait, tu as un peu deux cas. C'est que soit tu arrives et tu as déjà plein d'algos qui sont en place, et dans ces cas-là, peut-être que la doc n'a pas été faite avant, donc il faut vraiment mettre un effort sur la documentation interne, qui est une clé du scale en fait dans une boîte, pour bien expliquer comment les algos fonctionnent, qu'est-ce qu'ils prennent en entrée, qu'est-ce qui est en sortie, comment est-ce que la sortie est interprétée fonctionnellement parlant. Voilà, pour que les gens aient un petit peu moins cet effet black box de tes algos. Et aussi, je pense que si tu es PM Data et que tu veux développer des solutions d'IA, la meilleure manière en fait de faire de l'IA, c'est de pas en faire au début. Dans le sens où ça vaut pas toujours le coup de commencer avec un gros modèle de machine learning, là où tu n'es pas forcément sûr de la valeur, et de deux, de la manière d'approcher ton problème. Donc il faut quand même y aller petit à petit. Il faut toujours faire une première solution qui peut être basée sur des moyennes, sur des médianes, sur des choses, en gros sur des stats, sur des maths très simples pour valider ton problème et ensuite finalement valider l'investissement nécessaire de la création d'un modèle. Donc du coup, je dirais en 3 points la vulgarisation, bien insister là-dessus, la documentation sur les algos, et en 3, le fait d'itérer à fond avant de faire un modèle poussé de machine learning. Super. Et pardon, oh là là. Et justement, moi, ma question, c'était si tu avais ton top 5 des conseils à donner à un PM Data Junior. Donc, tu viens de nous en donner 3. Est-ce que tu en aurais 2 autres pour compléter Ouais. Un autre conseil aussi, c'est de bien savoir en fait, d'où vient sa donnée, ce qu'elle signifie, qu'est-ce qu'on peut faire avec, comment est-ce qu'elle a été générée, à la fois pour éviter des biais que tu peux avoir dans un modèle, parce que si tu peux pas savoir à l'avance les biais, ça peut être super dangereux une fois que tu mets ta solution en production. Et puis aussi, ça fait que tu n'as pas de visibilité sur la performance. Si tu sais pas d'où vient ta data, peut-être qu'en fait, ta data va être très performante pour une partie de ton cas d'usage et puis pas du tout pour une autre. Donc ça peut être aussi très dangereux. Donc, bien comprendre ta donnée pour éviter les biais et ensuite de bien anticiper, comme je disais, les incertitudes que tu vas avoir sur ta roadmap de manière naturelle avec des enjeux data et de faire bien attention aussi aux dépendances. Donc c'est très lié, mais de faire attention aux dépendances avec les autres équipes. Parce qu'en général, une squad data, c'est une squad qui est plus horizontale. Donc en fait, qui va venir servir les différentes squads qui vont être plus verticales.
Et donc, tu vas avoir plein de dépendances. Et c'est bien, il faut faire attention à bien anticiper ça et à faire un vrai travail de préparation de roadmap, de se dire: «C'est quoi le problème en commun? Qui va faire quoi?» Enfin, pas juste se dire: «On a une dépendance et puis, sprint X et puis, basta». De vraiment, converger dessus, et faire en sorte de se dire aussi comment est-ce qu'on va, quelque part, interconnecter les deux équipes, techniquement parlant. C'est vrai que moi, je te fais un modèle, je te fais une API avec tel endpoint, tu pourras taper là-dessus, il va falloir que tu me fournisses telle donnée, tu auras ça en retour. Enfin, voilà, n'hésitez pas à vraiment bien préparer cette dépendance-là aussi, pour pas se dire: «Ah bah, je pensais qu'en fait, c'était l'autre qui faisait ça et puis finalement, il y a rien qui est fait et il y a aucune valeur qui est délivrée in fine au client». Hem, donc voilà, les différents points que je pourrais rajouter. Ok. Et donc, Flavie me disait merci, c'est super clair. Et elle en profitait pour te reposer une autre question. Elle veut savoir si tu avais des conseils sur les choses pratico-pratiques à mettre en place dès son arrivée pour embarquer la boîte dans une culture data. Mmh. C'est une très bonne question. Des conseils comme ça sur le court terme, j'en vois pas forcément. Après, comment dire? Une manière un peu de créer le changement, c'est essayer de l'incarner, soi-même. Donc en fait, de se dire: «Voilà, je vais me concentrer», enfin, essayer de trouver un peu des sparring partners dans la boîte, donc des gens en fait qui vont soutenir un peu tes idées. Le fait que voilà, ils aiment bien la data, ils aiment bien mesurer les choses, OK. Donc c'est cool, tu vas avoir cette personne-là ou ces personnes-là et d'essayer de trouver un peu un cas d'usage simple que tu peux faire ensemble. On va dire: «Voilà, j'ai un problème», on va essayer de faire en sorte de mesurer le problème, de le quantifier et d'essayer de mesurer la solution, de la quantifier et de voir si, bah, voilà, la solution qu'on a développée répond bien au problème et l'impact en termes de business pour la boîte. Donc l'idée, ce que tu veux faire, c'est un peu évangéliser sur l'intérêt de la data dans une boîte. Donc une première chose à faire, ça va être ça, de trouver un cas d'usage, simple, avec des gens qui sont super partants pour le faire, dans d'autres équipes que toi et hem et d'avoir un cas que tout le monde va comprendre. Une étude, d'un problème et la mesure de la solution. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, tu débriefes à tout le monde. Tu dis: «Voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on en retient et voilà ce qu'on pourrait faire, à une autre échelle dans d'autres équipes», et cetera. Eh bien, je pense que ça a été très clair, puisqu'elle te remercie encore. Et, euh, et moi, j'avais une autre question, donc qui part un peu de ton rôle précisément chez October, mais qui est, est-ce que bah, toi, tu pourrais nous dire un peu comment savoir si ce rôle est fait pour nous, enfin, avec tes expériences et tout, est-ce que tu peux donner un peu les conseils pour savoir si bah, ce rôle est vraiment fait pour nous? Parce que c'est vrai que parfois, on peut hésiter entre PM, PM Data, PMM. Mmh. Donc, Ouais. Non, c'est une bonne question. Je pense qu'il faut bien aimer la créativité, dans ce genre de métier, et en fait arriver à prendre un certain plaisir à, transformer de la donnée, comme je disais au début, d'un côté, très abstrait, très brut, en une vraie solution fonctionnelle et enfin, parfois, c'est un peu un jeu de Lego de dire: «Bah, tiens, en fait, si je prends ma donnée comme ça, je peux en ressortir, cette information-là». Enfin, voilà, il y a un peu un côté où tu vas triturer dans tous les sens dans ta tête, un problème avec la data que tu possèdes et ça, c'est assez chouette, de te dire ou par exemple, j'ai un jeu de données, comment est-ce que je peux maximiser la valeur de ce jeu de données-là, quoi? Hem, ou par exemple, enfin, il y a un peu un côté, c'est aussi un métier où il faut beaucoup anticiper, puisque comme les temps de développement sont très longs, enfin très longs, j'entends, ça va prendre 3 à 6 mois pour faire un nouveau modèle, par exemple, si on part vraiment de zéro. Et donc, pour éviter enfin, pour bien valoriser ton temps, tu peux te dire: «OK, sur la première itération, par exemple, je vais mesurer de la donnée et cette donnée-là, je vais m'en resservir pour ma prochaine itération si, seconde itération il y a». Mais, essayer d'un un peu faire d'une pierre deux coups. Et donc c'est un peu ce côté-là, quoi. C'est, savoir anticiper, savoir être créatif, savoir penser assez loin, heu et transformer des choses un peu abstraites en une idée assez concrète. Donc ça, c'est un 1er point et l'autre point, c'est, heu, j'aurais peut-être un peu aimé les puzzles ou le Rubik's Cube, enfin dans le sens où il faut aimer un peu se faire des nœuds au cerveau des fois, sur la data parce que enfin, ce sera jamais une analyse blanc ou noir, tu vois? Si tu fais par exemple un AB test, tu vas comparer 2 solutions, bah, en fait tu vas voir à quel point est-ce que cette solution est pertinente et dans combien de cas,
est-ce que tu peux significativement faire une conclusion dessus ou pas? Donc en fait, tu as un peu des stats derrière, tu vois? Il y a quand même un aspect un petit peu matheux. Tu dois comprendre ta data et il va essayer de te dire des choses, mais il y aura une certaine nuance, une certaine subtilité. Mais c'est aussi à toi de savoir transformer en gros une petite équation de maths en un truc concret. Je veux pas faire peur aux gens qui aiment pas trop les maths, mais tu auras quand même un certain côté euh, un peu matheux, un peu nerd derrière, quoi, sans que ce soit trop vénère, hein, mais il y a un petit peu ça quand même dans la partie de ça. D'accord, ouais, il faut un peu quand même déjà aimer tout cet univers-là. Ouais. Et donc Mervé, un peu dans la continuité de comment savoir si ce rôle est fait pour nous et comment obtenir un rôle de PM Data, nous demandait quels sont les prérequis pour toi pour décrocher son premier poste de PM Data, parce que de ce qu'elle a compris, la connaissance de SQL n'en fait pas partie. Oui, c'est ça. Il n'y a pas forcément besoin de savoir coder en SQL pour en faire. Je pense que, enfin, la meilleure manière de rentrer dans un rôle, je pense, de PM ou PM Data, c'est d'avoir déjà fait un peu des projets dans son coin perso, alors que ce soit pas forcément quelque chose de très orienté produit, de manière évidente. Mais si on a déjà un projet, qu'on a déjà un peu essayé de comprendre le problème, qu'on a apporté une solution qui va être itérative, ça, c'est déjà faire du produit. Donc, si on a déjà fait ce genre de choses sur une partie un peu data, ça peut être très chouette. En fait, on peut avoir un peu comment dire, dans certains passe-temps, une envie, je sais pas, de mesurer quelque chose et en fait, tu peux avoir une approche de PM data sans même te rendre compte sur un passe-temps que tu as pu faire d'un certain côté perso. Et voilà, tu fais souvent la course à pied, tu as une montre pour mesurer ton activité. Je sais pas, peut-être que tu peux trouver un cas d'usage un peu fun à faire pour voir à quel point est-ce que tu progresses. Et ça peut être une sorte de première solution. Enfin, il y a beaucoup de no-code aujourd'hui, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, si vous avez un peu une idée en tête, n'hésitez pas à essayer d'en faire un peu un produit, d'itérer dessus, même si c'est juste pour vous, même si c'est tout petit. C'est la meilleure manière de montrer votre capacité de débrouillardise à une entreprise sur des postes un peu nouveaux comme les postes de PM Data. Euh, et voilà, et après avoir forcément quelques notions un peu côté data science, de savoir comment fonctionne un peu la gestion de la data, la transformation de la data, de savoir quels sont un peu les gros types de modèles. Alors, je ne sais pas si c'est que de mon côté, mais ça Ouais, bug un petit ce sera peu. un petit peu ça. Je te coupe une minute, ça a un peu bugué. J'ai pas entendu la dernière phrase, donc le dernier conseil que tu donnais malheureusement. Est-ce que tu pourrais le répéter, s'il te plaît? Ouais, désolé. En fait, je disais donc euh, c'est bien aussi d'avoir un peu des connaissances sur comment fonctionne une base de données, enfin dans le sens où comment est-ce que tu ingères de la data, tu la transformes et tu l'exposes, et quels sont les gros types de modèles par rapport au cas d'usage. Voilà, c'est déjà un peu d'avoir des connaissances globales sur la data science, en plus des connaissances produits. Ok, j'espère que ça a répondu à ta question, Hervé. Et on en avait une autre, donc là qui sort un peu du processus de recrutement, mais de Ivan. N'hésite pas à me dire si je prononce mal ton prénom. Qui te demande si la mesure d'impact d'une nouvelle feature rentre également dans ton scope. Ouais, c'est une super question. En fait, ça rejoint un peu ce que je disais au tout début. Donc, dans un scope de PM Data, soit tu vas avoir la partie euh, produit, mais couplée à la data science, donc tu vas faire des solutions data science. Soit tu vas coupler ça à le fait d'amener plus de data dans une boîte, donc d'essayer d'amener plus de mesures finalement dans une boîte sur comprendre un problème, mesurer un problème et mesurer la solution que tu vas implémenter. Donc, comment dire, si tu fais ça, tu vas le faire pour ton scope, mais aussi l'idée c'est que tu puisses le diffuser aux autres PM et de pousser en fait les autres squads à mesurer la valeur d'un problème, la valeur d'une solution. Donc oui, complètement, ça rentre, ça peut rentrer dans ton scope. Si ça, ta fiche de poste, ou même si toi tu veux le proposer parce que tu vois qu'il y a personne qui le fait, et voilà, tu peux être force de proposition, ça peut être une très bonne chose pour faire un peu une sorte d'évangélisation malgré toi sur la data. Parce que les gens peuvent se dire, ah ouais, en fait, c'est super intéressant, on mesure bien la valeur. Enfin, voilà, tu vas te créer un peu des alliés en faisant ça.
Donc, oui, bien sûr, je t'encourage à le faire. Super. J'espère que ça a répondu à ta question. Et du coup, je n'ai pas plus de questions, moi. Tu as répondu à toutes les questions que je me posais sur ce métier-là. Je ne sais pas si dans le chat, vous en avez encore. Il y en a une que je pourrais te redemander, qui concerne encore le processus de recrutement. Ce serait, toi, par exemple, qu'est-ce que tu regardes en premier chez un candidat et qui pourrait être intéressant à partager avec les participants? Après, donc ça, c'est pour un poste de PM ou PM data, enfin peu importe, mais pour un poste de product management où ça va surtout être la capacité d'écoute et de synthèse de la personne que j'ai en face de moi. Puisqu'en fait, une bonne manière de faire, de faire des produits, c'est de bien comprendre le problème que tu dois adresser, de passer du temps à vraiment le comprendre avec tous les détails. Donc, avoir une bonne capacité d'écoute et d'empathie, c'est une manière en fait de ramener toute cette information-là, de la rassembler, et ensuite de synthèse pour être sûr de pouvoir finalement retransmettre ce message-là à la fois à ta squad, aux autres squads, aux autres parties aux autres parties de l'entreprise. Donc, je pense que c'est un peu une qualité première que je regarderais. Ok, super. Super enrichissant d'avoir ce partage-là. J'espère que ça aidera. On a une question. On voulait savoir si tu recrutes pour October. Pas pour le moment. Pas pour le moment. Enfin, côté produit, hein. Côté produit, pas pour le moment. D'accord. Mais à garder toujours à l'esprit, à aller checker de temps C'est en temps, ça, on ne sait jamais. exactement. Euh, Eh bien, merci Bertrand. Je ne sais pas si vous avez encore des questions dans le chat. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est ce qu'on aime faire chez Maestro et chez Maria Schools, un rôti. Et donc, c'est mettre une note de 1 à 5 qui nous montre un peu votre niveau d'apprentissage durant cette heure avec nous. Donc, 1, c'est vraiment que vous connaissiez déjà tout sur le bout des doigts, vous avez vraiment rien appris. Vous étiez déjà expert du sujet. 2, c'est encore un peu mitigé. Vous avez appris des petites choses, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas ce à quoi vous vous attendiez. 3, c'est neutre. C'est vous avez appris, mais sans plus. 4, c'est vous avez appris quand même pas mal de choses. Et 5, c'est vous avez passé la meilleure heure de votre vie en notre compagnie et vous avez appris vraiment plein de choses sur sur le métier de PM Data. Et moi, je dirais le 5, parce que j'ai appris vraiment beaucoup de choses sur ce métier-là, parce que c'est vrai que c'est assez flou, en fait, la barrière entre PM et PM Data. Il faut quand même bien s'y plonger pour comprendre un peu les petites subtilités, les différences qu'il y a en fait entre ces deux métiers. Donc, merci beaucoup, Bertrand, d'avoir su nous l'expliquer et me l'expliquer. Donc, vulgariser un peu tout ça, que ce soit assez clair à comprendre. Et donc, merci beaucoup. Merci à Voilà. toi. Ah, Merci pour vos questions. merci. Après, voilà, si vous avez encore d'autres Oui, questions que vous n'avez pas eu le temps de poser ou que j'ai pas eu le temps de répondre ou que c'était pas clair, vous pouvez me contacter sur LinkedIn directement. Voilà, je pourrais y répondre sans problème. super. Je sais que on a partagé ton LinkedIn au début. Je vais le repartager dans le chat. Donc, n'hésitez pas. On a un commentaire qui nous dit que Flavie a encore pas mal de questions côté technique, mais pour la vision du rôle Ok. global, c'était très complet. Donc peut-être un deuxième Matrix plus technique, pourquoi pas, un sujet à garder en tête. Ah, et peut-être une dernière question. Est-ce que tu recommandes une newsletter pour te former sur le PM et la data? C'est vrai que ça peut être intéressant à partager. Alors, je pense que le slash entre PM et data fait que c'est à la fois pour le PM et pour la data. Enfin, c'est deux choses liées, je crois, à ce que j'ai compris. Euh, Moi, j'aime beaucoup. Il y a des blogs qui sont très chouettes, comme le blog d'Intercom, par exemple, avec le VP Stratégie, par exemple, qui est très bon, je trouve, chez Ok. Intercom. Il y a First Run Review, qui est aussi très chouette, qui est un blog américain qui est super. Euh, et après, en termes de podcast, il y a Clé de voûte, il y a French Touch Podcast que j'aime bien écouter. Ouais, c'est surtout ça côté produit. Et après,
Oui, ouais, c'est surtout ça, globalement. Et après, c'est plus en faisant une recherche sur un moteur de recherche que tu peux trouver certains articles un peu spécifiques. Ouais, par exemple. Ok, super. Bah, je vous les partagerai dans le mail de récap qui sera envoyé suite à l'événement. Vous pouvez aussi retrouver le replay qui sera disponible sous peu sur notre chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à jeudi prochain, enfin jeudi dans 2 jours, pour un nouveau Maestrix, donc en cross avec l'école Indigo sur le sujet de la tech au service de la RSE, l'exemple de Wannabe. Donc un sujet aussi très intéressant comme celui qu'on a eu aujourd'hui. Et, euh, et moi, je vous dis bon appétit et à jeudi. Et merci encore Bertrand d'être venu échanger et partager ton expérience avec nous. Et je t'en prie, merci à toi, Chana. Merci à vous pour toutes vos questions. Merci, bye. Bye bye.